Bonjour, on le surnomme toujours aujourd'hui le roi du cerveau. Jacques Brocchi est mon invité. Je suis ravie de vous recevoir. Merci, je suis ravi d'être invité. C'est un surnom qui vous collera à la peau toute votre vie. Bon, je ne sais pas, en tout cas, je ne suis pas le roi. Je connais bien le cerveau, mais je ne sais pas si je suis le roi du cerveau. Bon, vous êtes encore le numéro 1 aujourd'hui? On n'est jamais le numéro 1, jamais. Voilà, on pense qu'on l'est, mais il y a toujours quelqu'un de plus fort que vous. Donc c'est là qu'on reconnaît votre belgitude, vous êtes donc beaucoup trop humble. Non, mais je crois qu'il faut être simple. Allez, votre actualité, c'est ce livre, Se dépasser, sans blesser ni se perdre. C'est sorti aux éditions Luc Pire. Alors, vous n'êtes pas écrivain, qui vous a aidé à écrire ce livre? Marianne Vanek, elle m'a beaucoup aidé. Elle a été très patiente, écouté toutes mes histoires. Je lui ai évidemment donné quelques éléments écrits. Et avec tout cela, elle a mis en musique un livre où je raconte beaucoup de choses. De la manière dont ça m'est venu à l'esprit, puisque je n'ai jamais eu d'agenda précis. J'ai toujours un agenda très précis, mais qui concerne le quotidien. Oui. Mais je ne garde pas mes agendas pour le passé. Donc j'ai fait travailler ma mémoire. Et sincèrement, à lire ce livre, on en attend le film. Vous êtes un vrai personnage de roman, Jacques Brocchi. Vous en avez conscience de ça? Mais écoutez, j'ai raconté ce livre avec beaucoup de plaisir. Oui. J'ai mis du temps à me décider parce que ça faisait un petit moment que mon épouse et ma fille me poussaient, me disaient, tant que tu as de la mémoire, il faut que tu racontes tout ce que tu as vécu. Tu as vécu des choses extraordinaires. Alors votre épouse, on va en reparler parce que vous êtes un homme de challenge et elle aussi a été un challenge pour vous. On en reparlera tout à l'heure. Commençons avec votre enfance. Vous dites, en parlant de votre histoire familiale, qu'elle a été hachurée. Vous dites aussi que vous êtes fier d'être belge. Ça fait du bien de dire tout ça? Mais je crois, il faut le rappeler. Je suis un enfant d'immigrés. Oui. Mes parents sont venus, ne parlaient pas un mot de français. Ils ont commencé leurs études avec un dictionnaire français-roumain à côté d'eux. Oui. Donc, ils ont vraiment travaillé dur pour aboutir dans la vie. Moi, je suis un enfant d'immigrés. La Belgique a accueilli mes parents. Je suis reconnaissant à la Belgique. Moi, je suis né en Belgique, donc je suis belge de naissance. Mais au départ, il a fallu que mes parents obtiennent la naturalisation pour que je sois belge de plein pied. Oui. Et je suis très fier d'être belge et je défends la Belgique le mieux que je peux. Et vous l'êtes resté, hein, parce qu'on combat les Français qui viennent nous prendre tous nos Belges de talent, mais vous êtes resté belge. Toujours, toujours, et fier de le dire. Et même il m'arrive de raconter aussi ou de préciser, je suis belge, mais je suis aussi liégeois. Oui, oui. Et c'est cette bonne humeur comme ça qui vous caractérise? Peut-être la bonne humeur, mais aussi l'esprit d'indépendance. Voilà. Je crois que les Liégeois ont quand même un petit côté indépendant. Alors j'aime préciser qu'en 1946, vous aviez 4 ans. Vous avez très vite été attiré par la médecine, aux grandes dames de votre père, j'ai envie de dire, qui aurait préféré que vous choisissiez un métier plus facile, moins contraignant. Moins contraignant, oui. Surtout peut-être pas plus facile, mais avec moins de servitude. Mes parents étaient dentistes tous les deux. Oui. On sonnait à la porte à 11h, minuit, et bien sûr, ils ouvraient, ils soignaient les gens qui venaient sonner à leur porte. Et mes parents auraient voulu que j'ai une vie plus réglée, plus régulière, oui. etc. Plus tranquille aussi. Plus tranquille, oui. Mais moi, j'étais fasciné par le médecin de famille qui s'est occupé de moi. Quand j'étais gosse, j'étais gravement malade, j'ai fait une grosse pneumonie. Et alors, pendant des mois, j'étais sous lit, des antibiotiques, des piqûres tous les jours, avec des aiguilles qui piquaient plus très fort, puisque à l'époque, il n'y avait pas des aiguilles jetables. Donc, c'était la même seringue, la même aiguille qu'on stérilisait. Donc, vous imaginez qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, ça ne piquait plus très fort et ça faisait de plus en plus mal. Donc, j'ai gardé ces souvenirs et j'étais en admiration devant ce médecin qui me soignait. Je crois que c'est de là que vient ma vocation pour la médecine. Même si c'était un métier qui s'annonçait difficile, physiquement et mentalement? Oui, mais ça ne m'a jamais rebuté. C'était vraiment une vocation. Vous savez, la médecine, c'est aussi un apostolat. Il faut l'avoir dans soi, il faut l'avoir dans sa tête, dans son corps. Et il faut savoir que c'est aussi une vie de sacrifice. On voit des images de vous, justement. Ça vous fait quoi de revoir des photos comme ça de vous? Nostalgique, Jacques Brocchi? D'abord, j'avais des cheveux. J'avais des cheveux. Est-ce que ça vous manque tellement? Les cheveux, non, parce qu'on s'y habitue. Hein. Je dirais ça facilite. Au fil des années, quand on perd ses cheveux, on met plus facilement son bonnet de salle d'opération. Ah ben voilà, vous voyez. J'aimerais vous lire un passage qui m'a, je dois vous dire, assez étonnée. La pêche m'a appris la solitude et le silence, l'observation et la patience, la rigueur du geste. Parce qu'il nécessite de réfléchir simultanément à de nombreux aspects, ce sport a sans doute développé, sans que j'en prenne conscience, une précision manuelle et une sensibilité des doigts qui me seront fort utiles dans ma carrière de neurochirurgien. On y arrive à la neurochirurgie. Alors là, on devine votre humour derrière tout ça. Vous êtes capable de nous parler de la pêche pour nous faire comprendre à quel point vous avez été un bon neurochirurgien finalement. Oui et non, j'ai aussi été un bon pêcheur. J'ai toujours été un bon pêcheur et j'ai pris beaucoup de truites dans l'Ourthe que je connaissais comme ma poche.
Alors, puisque vous me parlez de pêche, permettez-moi de parler de votre épouse. Vous avez été, je le disais, vous aimez le challenge, on le disait tout à l'heure. Vous avez, comme on dit, ramé pour l'avoir. Oui. Ah ben oui, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple, c'est une rencontre fortuite pendant les vacances d'hiver, puis on se perd de vue pendant 1 an, puis on se retrouve de manière tout à fait fortuite. Elle ne me regarde pas beaucoup, nous avons des liens d'amitié, mais moi j'ai une idée fixe, je veux vraiment sortir avec elle, je veux me fiancer. Vous êtes quelqu'un qui est comme ça, qui peut être têtu? Patient. Je suis obstiné. Patient, obstiné, patient, oui. Et mon épouse a une phrase, méfiez-vous de l'eau qui dort. Et elle vous convient bien, visiblement. Oui. Okay. Non, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une définition de mon épouse. Alors, Brocchi, en chiffres, ça donne quoi? Arrêtez-moi si je me trompe. 25 000 opérations, 486 interventions pour moelle épinière. Ça vous fait quoi d'entendre tout ça? Ça vous semble normal? Vous avez beaucoup travaillé, donc vous avez... Oui. Ces chiffres sont là tout simplement parce que la question m'a été posée. Oui. Mais je ne suis pas un homme de chiffres. Oui. D'ailleurs, à la maison, c'est ma femme qui tient les comptes, pas moi. Et c'est elle qui bricole aussi, vous précisez dans le livre. Qui bricole, parce que je ne pouvais pas m'abîmer les mains, évidemment. Bien sûr. Donc, non, ce sont des chiffres que je donne quand on me pose la question. Oui. Mais ce n'est pas... Je n'en tire aucune gloriole, si ce n'est que au bout de quelques années, ça permet de dire qu'on a quand même une certaine expérience quand on parle de quelque chose. On va vous voir à l'œuvre. Si je ne m'abuse, c'est lors de cette dernière opération. C'était en décembre 2012. Ah, vous l'avez retrouvé. Le lavage des mains, primordial. Là. Depuis 1966, donc vous imaginez, 46 ans, c'est un rituel. Il y a un premier produit que vous avez vu. Voilà, eh bien... Vous êtes prêts pour la dernière? J'avance pas à pas. Je coagule vaisseau par vaisseau. Je coagule tout doucement la tumeur, ses attaches. À l'époque, la coagulation était beaucoup plus violente, plus rudimentaire, et par conséquent, on n'avait pas la précision des gestes que nous avons maintenant, et en plus, on n'avait pas le microscope, qui nous donne non seulement l'agrandissement, mais également l'éclairage. On y voit parfaitement bien. Tandis qu'avant, on travaillait soit à l'œil nu, soit avec une lampe frontale. Voilà, le trophée va sortir. Voilà, c'est là. Vous avez fait évoluer votre métier? Vous avez créé des nouvelles salles? Je ne sais pas si je l'ai fait évoluer, mais je l'ai vu évoluer parce que quand j'ai commencé mon métier, même le scanner n'existait pas. C'est peut-être ce qui m'a donné cette culture du contact entre le médecin et le malade. Aujourd'hui, il y a une interface avec toutes les machines, tous les examens que l'on a. Et parfois, le médecin prend moins de temps pour écouter son malade. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, il n'y avait pas tout ça. Donc, c'était vraiment basé sur la patience, l'écoute du malade, l'examen du malade. Et j'ai vu évoluer dans la neurochirurgie, évidemment. Au début, il n'y avait pas de microscope, puis le microscope est arrivé, puis il y a eu le scanner, puis la résonance magnétique, le PET scan, il y a eu le gamma knife, il y a eu la magnétocéphalographie. Bref, je pourrais vous citer un nombre incroyable. On ira encore bien plus loin, à votre avis? Bien sûr, mais je ne peux pas évidemment préjuger ni inventer ce qui va arriver dans les années qui viennent. Mais bien sûr, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il le faut, c'est indispensable. En termes de précision, un exemple, maintenant nous opérons tous, pas seulement en neurochirurgie, mais dans beaucoup de disciplines chirurgicales, grâce aux robots, grâce au guidage, comme le GPS dans la voiture, qui nous permet évidemment d'avoir une précision extraordinaire pendant l'opération et de savoir exactement où est la cible qu'on ne rate plus. On y arrive et on sait quand il faut tourner, Bref, mais tout cela demande aussi une planification avant l'opération, un peu comme un commandant de bord. Il prépare son vol avant de prendre les commandes de son avion. Bon, vous parlez du commandant de bord. Le commandant de bord, il fait parfois des erreurs. Vous en avez fait, des erreurs? Oui, ça arrive. Personne n'est infaillible. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que, bon, forcément, l'impact est vital. Oui, mais la médecine n'est pas une science exacte. On dit que c'est un art, c'est ce que l'on dit. En tout cas, je ne sais pas si c'est un art, en tout cas, c'est certainement pas une science exacte. Et le 100% n'existe pas. Et personnellement, si je dois me faire opérer, je demande à mon chirurgien quel est votre taux de réussite. S'il me dit 100%, je n'ai jamais raté une opération, je lui dis merci, je vais voir quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas, donc il m'est arrivé. Mais il faut en tirer des leçons. Il faut évidemment faire en sorte de ne pas répéter. C'est délicat, bien évidemment. Bien sûr. On doit les avouer toujours, on doit en parler. On doit en parler. Et on doit faire une analyse avec toute l'équipe de manière à enseigner à l'équipe ce qui est arrivé, voire essayer de comprendre pourquoi. Parce que parfois, tout n'est pas... Il n'y a pas nécessairement une faute. Vous faites la même chose, le même geste, et le malade, chaque malade est différent. Donc vous pouvez avoir un imprévu, un impondérable que vous ne pouvez pas mesurer, et parfois même qu'a posteriori, vous n'arrivez pas non plus à préciser, voire à découvrir. Et dès lors, c'est très important de faire un débriefing, comme on dit, de ce qui s'est passé et faire en sorte que toute l'équipe, évidemment, soit consciente, que le malade soit aussi averti, que la vérité soit là et que le contact harmonieux entre le médecin et le malade persiste, que la confiance persiste. C'est très important. Alors, on vient de voir votre dernière opération. Beaucoup d'émotions, j'imagine? Beaucoup d'émotions, surtout maintenant en la revoyant. Oui. Vraiment, vous m'avez ému, vous m'avez fait cette surprise. Merci. Mais j'ai été très ému de me voir opérer pour la dernière fois. Pourquoi? Oh, ben écoutez, ça a été ma vie, et puis j'ai tourné la page, et le fait de me revoir en ce moment, vraiment, ça me donne une grande émotion. C'était donc en décembre 2012. Est-ce que ça vous manque parfois? Écoutez, je vais vous surprendre, non. Mais je pense que mentalement, je me suis bien préparé. Oui. C'était ma décision, qui correspondait aussi à un plan de carrière. Je crois et puis la relève est assurée, ça pousse derrière. La relève est assurée, bien sûr, heureusement. Donc je n'ai pas laissé le vide derrière moi. C'est pas mon genre. J'ai formé beaucoup d'élèves qui sont dans des hôpitaux universitaires différents, dans des hôpitaux non universitaires différents aussi. Donc j'ai des jeunes pousses qui aujourd'hui ne sont plus si jeunes et qui sont des neurochirurgiens épanouis, qui dirigent des services, qui ont des équipes autour d'eux. Donc je suis très fier, très très fier de mes élèves. Mais il est vrai que je m'étais mentalement préparé. Et compte tenu de cela, finalement, non, je confirme. On la ressent, cette émotion dans votre livre. Vous avez écrit « Puis un jour, j'ai 70 ans. Le contrat de consultant à Erasme étant à durée déterminée, je me suis préparée à cesser consultations et opérations. Le jour de ma dernière opération, celle qu'on vient de voir, en décembre 2012, j'éprouve bien sûr un gros pincement au cœur. Je mets mes gants pour la dernière fois et surtout, quelques heures plus tard, je les enlève pour ne plus jamais les remettre. Les adieux à l'équipe sont émouvants. Vous gardez bien sûr un contact. On vous appelle souvent, on vous sollicite encore aujourd'hui? Oui, bien sûr. On m'appelle. Vous devez leur dire non parfois? On ne me demande pas de venir tenir le bistouri, heureusement. Par contre, me demander avis et conseils pour tel type d'opération, telle maladie, pour lesquelles j'ai quand même, au fil des années, acquis une expérience importante. Je crois qu'il faut rester disponible pour l'équipe, mais il faut savoir aussi ne pas jouer le rôle d'une belle-mère. Il faut savoir laisser à chacun la direction, l'épanouissement, mais être là, si vraiment il le faut, et parfois même de manière discrète. Bon, vous serez avec nous au Télévis? Bien sûr, je serai avec vous le 26 avril. J'y suis depuis le début. J'y suis depuis le début, et j'y serai aussi, d'autant plus que cette année, le sujet, entre autres, concerne les tumeurs cancéreuses du cerveau. Oui. J'en ai opéré beaucoup, j'en ai vu beaucoup, et il y a des espoirs nouveaux au niveau de la recherche, et j'espère que j'aurai le plaisir de pouvoir en parler, de parler de mon expérience, de ce qui s'est passé, de ce que j'ai vu avant que nous ayons toutes ces machines, comme je vous le disais, mais aussi sur ma vision du futur en ce qui concerne l'espoir pour les malades qui, à l'heure actuelle, souffrent de cette terrible maladie. Bien sûr, je crois qu'il faut toujours donner l'espoir. L'espoir est là, il faut soutenir la recherche, et je pense que on est sur le point d'avancer, d'aboutir. Mais sans soutien, sans recherche, évidemment, nous n'avancerons pas, nous allons tourner en rond au stade où nous en sommes. Et c'est un combat, évidemment, que vous menez aussi par l'intermédiaire de la politique aujourd'hui pour faire avancer les choses. J'aimerais qu'on termine sur quelques images, parce que des personnalités, vous en avez rencontrées tout au long de votre carrière. On n'a pas eu le temps d'évoquer toutes les anecdotes qui sont, croyez-le-moi, savoureuses dans ce livre. Voilà, on vous voit ici avec le roi, bien évidemment. Et puis, Adamo, un mot pour terminer cette émission sur votre ami? Est-ce que souvent vos patients sont devenus vos amis? Souvent, très souvent. Oui. Mais c'est probablement parce qu'une relation de confiance est établie très rapidement entre mes patients et moi. Oui. Et la confiance, finalement, peut aboutir à une amitié profonde. Et avec Salvatore Adamo, je dois dire que d'abord, je l'apprécie. C'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un d'émouvant. Et je suis très fier qu'il m'ait pris comme ami.
très sincèrement. Merci, Jacques Brocchi. Je vais vous demander de signer, en tout cas dédicacer ce livre. Avec grand plaisir. On précisera en tout cas le nom du téléspectateur qui souhaite le remporter tout à l'heure, car vous êtes en train de nous regarder, vous savez ce qu'il vous reste à faire, nous envoyer vos coordonnées. Le temps pour moi, voilà, donc on voit ce livre maintenant, Se dépasser sans blesser ni se perdre, c'est aux éditions Luc Pire. Le temps pour moi en tout cas, pendant que vous le signez, vous allez donc, comme tout grand homme, sortir votre propre... plume pour le signer, c'est pas étonnant. Je termine sur l'autre actu du jour, Les petits soldats de la Grande Guerre de Paul Herman, c'est aux éditions Glénat. Voilà, alors que nous entrons dans la période du 100e anniversaire de la guerre 14-18, vous le savez, ce livre retrace l'histoire de la Première Guerre mondiale par le biais des jouets qui ont été conçus à l'époque. C'est un bel ouvrage pour tous, en tout cas. Voilà, merci en tout cas, Jacques Brocchi. Bonne retraite, j'ai envie de dire. Merci. Merci à vous, en tout cas, de votre fidélité. Bien remplie. À demain.